Élodie Bossan, bonjour. Vous êtes à l'origine d'une entreprise qui s'appelle Food Joie. Food Joie, F2OD, joie, la joie. C'est une entreprise que vous avez créée il y a quelques années, mais après un parcours assez étonnant, assez éloigné d'ailleurs de Food Joie. Et je voudrais que vous reveniez sur ce parcours-là, parce que c'est un parcours très formaté pour faire plaisir d'ailleurs à vos parents. École de commerce. Oui, école de commerce au départ. Donc à l'époque, j'étais une jeune fille qui ne savait pas trop encore quelle direction donner à sa vie. Je me cherchais beaucoup et j'ai suivi un peu la voie que tous mes amis suivaient à l'époque. Donc je me suis engagée dans cette école de commerce pour quelques années. Et au fil de ce parcours, déjà étudiante, il y avait des choses qui me plaisaient, mais d'autres choses qui me plaisaient beaucoup moins. Et je me posais tout le temps la question, comment je vais faire pour me mettre en cohérence quand je serai dans le monde professionnel. Vous avez choisi cette école parce que vous vouliez faire plaisir un petit peu à vos parents. C'était le premier axe. C'est pas tant faire plaisir à mes parents, en tout cas, c'est plutôt suivre la voie classique, quoi, en quelque sorte. Ça leur faisait pas tant plaisir, mais c'était plus pour moi une sorte de manière de me rassurer, de me dire bon, après tout, c'est classique, il y a des débouchés, a priori on trouve un travail après, et a priori on gagne de l'argent. Enfin, c'était un raisonnement assez basique en fait. J'ai commencé à être commerciale dans le secteur pharmaceutique. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'avais une vie assez de patachon, on va dire, très orientée sur le matériel, très orientée sur l'argent, sur l'atteinte de mes objectifs, mais avec un profond manque de sens. Alors, je me disais, mais chaque jour, pourquoi je me lève, quel sens je donne à ma vie, pourquoi est-ce que je vais faire ça et pas autre chose, et en plus avec des méthodes parfois dans le commercial qui ne sont pas très éthiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, je ne me sentais pas du tout en cohérence avec ce que je faisais au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette époque, cette période de votre vie quand même? Alors, cette période de ma vie, aujourd'hui, j'en garde des souvenirs assez flous parce que tout était tiède en fait. Il n'y avait pas de grands événements, il n'y avait pas de gros challenges, il n'y avait pas de choses un peu originales qui se passaient. C'était pas l'aventure du tout, au contraire, c'était plutôt la routine et essayer de trouver des joies à droite à gauche, annexes dans ma vie personnelle pour me sentir plus ou moins épanouie, mais malgré tout toujours en recherche et avec un manque de sens profond. Donc il y a eu un changement, le déclic, ça a été quoi? Alors le déclic, le tout premier déclic, on va dire, c'est une collègue qui partait en tour du monde. Et ça m'a donné très envie. Et ça, c'était le premier déclic pour moi, de pouvoir envisager de quitter le monde professionnel pendant quelques temps et de partir pour un grand voyage autour du monde. Ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, ouais, ce que j'ai fait avec mon compagnon. Et c'est vrai que ne serait-ce que la démarche, même si le voyage a duré un peu moins de temps que prévu, était vraiment quelque chose de fort parce que quitter la société classique, ses parents, les amis, le monde professionnel, faire face à l'insécurité que ça peut déclencher et aux conséquences que ça peut déclencher dans une vie, ouais, c'est un gros changement de vie et ça m'a permis de franchir une première étape. Alors, la première étape, et puis ensuite d'imaginer peut-être que votre travail pourrait être différent de ce qu'il était. Exactement, parce qu'à mon retour de voyage, c'était hors de question que je retourne dans le travail que je faisais avant, ou même dans la branche dont j'étais experte avant. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'avais aucune idée à ce moment-là, aucune. Et puis je me suis renseignée, j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré une formation qui s'appelle le Master pour le développement du leadership éthique. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est une formation qui lie à la fois le projet de vie et le travail personnel sur soi. Et je me suis dit, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, dépasser ce que j'ai à dépasser au niveau personnel et en même temps me mettre en route pour contribuer à un monde meilleur au quotidien. C'est une formation en 3 ans, je me suis engagée dans ce parcours-là, j'en suis sortie en février dernier. Et entre-temps, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Food Joie et qui contribue à une alimentation saine pour soi et pour la planète. Comment on sait qu'on est sur son chemin de vie? Alors pour moi, c'est l'adéquation entre ce qui me met le plus en joie et en même temps ce que j'aurais envie de changer en premier lieu dans la planète. C'était cette réponse-là qui, au fur et à mesure, a émergé et pour moi, qui était l'alimentation. Pour moi, c'est une joie énorme, l'alimentation, ça l'a toujours été et c'est fondamentalement moi. Et en même temps, si j'avais une baguette magique, la première chose que je ferais, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui meure de faim. La première chose que je ferais, c'est qu'il n'y ait plus de personnes qui souffrent de la sous-nutrition, malnutrition ou surnutrition. Et voilà, c'est la réponse à cette question-là
qui a fait que je me suis découverte une passion et qui fait que tous les jours je me lève le matin aujourd'hui avec le sourire et avec envie de relever les challenges que mon activité me réserve. Est-ce que vous pouvez nous parler de Food Joie, justement, l'entreprise qui est la vôtre aujourd'hui? Oui, Joie aujourd'hui, c'est une entreprise de formation. Je propose des formations pour les particuliers et aussi pour les entreprises, les écoles, les institutions. Donc j'accompagne ces structures au travers de leur offre alimentaire pour faire en sorte qu'ils amènent au fur et à mesure une alimentation de qualité, que ce soit pour leurs patients, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les enfants qui sont scolarisés. Donc il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là et en même temps c'est passionnant parce que de plus en plus de personnes ont envie de se mettre en cohérence et voir les yeux d'un cuisinier briller parce qu'il recommence à retrouver goût à cuisiner, voir des enfants qui savourent des produits bio et végétariens et qui se délèguent de ça et qui découvrent des nouveaux goûts, pour moi ça donne beaucoup de sens à ma vie. Et c'est aussi quelque chose que je fais en individuel via des ateliers, des coachings, pour accompagner aussi individuellement les personnes et réorienter leur alimentation. D'ailleurs, ces ateliers, vous les donnez chez vous, dans votre cuisine? Exactement, dans ma cuisine. Alors, c'est pas cette cuisine-là, c'est une cuisine aussi assez chaleureuse. Et c'est pas une grande cuisine du tout, chez moi c'est petit, mais l'idée c'était que ce soit convivial et que moi je fais de la cuisine du quotidien. C'est pas de la cuisine perfectionnée pour les fêtes ou assez élaborée. C'est pas mon créneau. Moi, mon but c'est que la personne ressorte d'un atelier et se dise ok, j'ai compris ce que c'est maintenant l'alimentation, j'ai compris comment je peux faire concrètement dans ma cuisine avec mes moyens et avec mes contraintes, quelles qu'elles soient. Et de là, je peux me mettre en marche pour vraiment avoir une alimentation de qualité au jour le jour pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Alors une alimentation de qualité pour soi, mais aussi une alimentation de qualité qui respecte la planète, qui respecte l'écologie. Ce qui vous amène à pousser vos recherches assez loin et à pouvoir savoir, à connaître bien les aliments, non pas leur qualité, je dirais, diététique seulement, mais aussi presque avoir une traçabilité de ce que l'on a dans notre assiette. Exactement, c'est fondamental, parce que pour bien comprendre l'alimentation, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a dans son assiette, et pas juste connaître les nutriments ou l'aspect nutritionnel, mais savoir d'où ça vient, comment ça a été produit, dans quelles conditions. Et aujourd'hui, l'alimentation moderne révèle des choses par derrière qui sont parfois très très inquiétantes. Si on parle des pesticides, si on parle des conditions d'élevage, si on parle des affaires encore récentes liées à l'Escherichia coli, il y a des choses qui sont vraiment très très préoccupantes. Et pour moi, une personne qui s'alimente bien, c'est une personne qui est bien informée et qui va faire ses bons choix de consommateur. Parce que chaque consommateur qui fait des choix éthiques et responsables dans le domaine de l'alimentation, il œuvre à sa manière à un changement. Et plus on sera nombreux à avoir ce type d'orientation-là, plus on permettra d'avoir une offre alimentaire qui est juste aussi, que ce soit dans les hyper, les super ou dans les cantines. Alors il y a des choses stupéfiantes qu'on met indirectement dans nos assiettes. Est-ce que vous pouvez, parmi ces choses-là, il y a le rendering. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire ce que c'est exactement? Alors le rendering, c'est la méthode moderne de recyclage des carcasses du bétail. Donc une fois que le bétail est dépecé, on a bien besoin de recycler ces carcasses. Donc apparemment, on parle de recyclage, on se dit c'est plutôt écologique. Mais la méthode qui est utilisée, qui est très taboue dans l'industrie de la viande, est loin d'être éthique. Alors en fait, ces carcasses sont mises dans une grande cuve. C'est chauffé à 135-200 degrés. Il y a une épaisse masse de graisse qui sort au départ et qui sert à l'industrie cosmétique pour faire des savons, des rouges à lèvres. Et puis ensuite, on rechauffe cette substance pour la transformer en poudre et elle se transforme en poudre protéinée. Et cette poudre protéinée est mélangée au maïs et c'est l'alimentation du bétail actuel. Donc déjà, au niveau de la philosophie éthique de la chose, on donne à des animaux herbivores leur propre congénère, de la poudre émanant des carcasses de leurs propres congénères. Donc déjà, il y a quelque chose qui est complètement à l'envers. En plus de ça, il y a d'autres ingrédients qui sont rajoutés dans la soupe. Il faut savoir que tout ce qui est viande avariée, qui vient des hypermarchés, se retrouve dans cette substance. On les met dedans parce que ça permet d'augmenter le volume. Et comme c'est une substance qui est gratuite, ça intéresse économiquement les industriels. Comme il y a peu de personnel pour le faire, on met les barquettes de polystyrène expansé dedans également. On n'a pas le temps de déballer, donc ça finit dans la soupe aussi. Il y a aussi tous les sacs verts des vétérinaires, donc les chiens euthanasiés, chats euthanasiés qui se retrouvent dans ces substances-là, qui sont mises avec leurs produits euthanasiants, leurs colliers antipuces. C'est des produits qui ne disparaissent pas à la cuisson, donc c'est une substance qui reste toxique.
Il y a également tout ce qu'on appelle le roadkill, c'est-à-dire les animaux qui sont tués sur les routes, qui se retrouvent là-dedans. Donc il y a toutes les matières fécales aussi et les plumes des élevages de poulets. Donc vous voyez, les ingrédients sont assez toxiques, voire hautement toxiques, avec des substances cancérigènes qui ne partent pas à la cuisson, qui ne servent uniquement qu'à augmenter le volume. Et cela crée ensuite des intoxications sévères dans le bétail, puisque c'est une alimentation qui est inadaptée et en plus vraiment pas du tout saine. Et donc derrière, ça a des conséquences ensuite sur leur système digestif, sur la qualité de la viande, et ça peut entraîner l'apparition d'Escherichia coli, et un certain type d'Escherichia coli qui est mortel. Donc une personne qui consomme de la viande saignante d'un animal qui est infecté à l'Escherichia coli peut mourir aujourd'hui, et ça a été déjà le cas de plusieurs enfants aux États-Unis. En même temps, on se dit que si on sait tout ça, on va finir par ne plus avoir envie justement de trouver du plaisir à manger. Et justement, l'idée, c'est d'arriver à faire le lien, c'est d'arriver à la fois voir le constat et en même temps se dire le changement est possible. Et c'est ce qu'on fait dans nos ateliers. C'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps de discuter, de voir les choses, parce que si on ne voit pas, on ne peut pas prendre la mesure et on ne peut pas avoir l'élan d'agir, mais c'est aussi avoir les solutions ensuite. Et c'est pour ça que mon entreprise s'appelle Food Joie, c'est pas un hasard, c'est parce que dans l'alimentation, il y a énormément de joie, il y a énormément de plaisir. Et c'est aussi par le plaisir qu'on va apporter le changement. Pas en se disant, oh là là, il y a un problème, mais plutôt, tiens, je vais essayer de manger du tempeh, tiens, je essaierai bien le tofu, ah ben en fait c'est bon, ah ben tiens, je peux rajouter telle ou telle sauce, en fait c'est délicieux, ah ben ça coûte pas très cher, et puis ma famille aime bien, mais tiens, ça va faire partie de mon quotidien. Et c'est comme ça, pas après pas, qu'une personne peut réorienter son alimentation et peut avoir aussi une influence sur son entourage en étant exemplaire. On peut effectivement réorienter son alimentation. Il faut éviter peut-être un autre excès qui est visible aux États-Unis. Il y a des courants aux États-Unis qui, sachant qu'il y a une difficulté aujourd'hui dans toute cette traçabilité des aliments, et qui vont dans un excès inverse, qui est de dire, ben voilà, j'exagère, je mange des super hamburgers, je fais tout pour avoir un taux de cholestérol qui va monter en flèche. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce courant qui vient des États-Unis, enfin qui va peut-être venir en France d'ailleurs, on ne sait pas. Oui, c'est un peu la junk food, le fast food et le fait que le repère ne soit pas à sa place dans ces domaines-là. Parce qu'on se retrouve dans une société où on finit par avoir l'impression que manger un gros hamburger, manger très sucré, manger très salé, ça fait du bien, c'est un petit plaisir de la journée, ça détend. C'est un peu le même système que la cigarette, alors que c'est un leurre total. C'est pas comme ça qu'on peut se faire plaisir avec l'alimentation durablement, puisque de base, on ne fait pas du bien à son corps ni à sa santé. Et en effet, c'est une tendance qui se développe beaucoup, entre autres avec l'exemple du grill de la crise cardiaque, le Heart Attack Grill, qui est maintenant devenu une chaîne. Il y a plusieurs restaurants aux États-Unis. Sur la porte du restaurant, vous voyez marqué « Attention, ce restaurant est dangereux pour votre santé ». Et à l'intérieur, on vous sert des hamburgers qui s'appellent simple pontage, double pontage, triple pontage, quadruple pontage, avec énormément de steaks cuits à la graisse d'oie, énormément de fromage. Et le menu classique dans ces établissements-là, c'est un gros hamburger, des frites cuites dans la graisse d'oie, un paquet de cigarettes sans filtre et du Jolt Cola, qui est un cola enrichi en caféine. Et là-dedans, les personnes qui témoignent, les clients réguliers, disent « Ah, mais ça fait du bien de se faire plaisir, après tout, il y en a marre de faire attention. » Et c'est les dérives de la moralisation de l'alimentation, où à force on diabolise ce qui est mauvais, on idéalise ce qui est bon, et les personnes se retrouvent à avoir des comportements pulsionnels et des comportements alimentaires déviants. Donc l'idée, c'est de vraiment remettre les repères à leur bonne place, c'est de faire en sorte qu'une personne sache ce qui est vraiment bon pour elle et y prenne goût. Et remettre le plaisir à la place où il doit être, c'est-à-dire le plaisir qui fait du bien, le plaisir où on prend soin de soi.